mais est-ce que ça va pas nous, comment dire, nous pénaliser parce que c'est un peu faire acte, un peu comme ça, allez, de flagellation, parce que c'est ça un peu que vous Parce que demandez vous de êtes, dire. parce que vous êtes dans la Il faut repentance. Moi, je ne vous parle pas de repentance. Mais les réparations économiques, les Français seraient pas d'accord. Eh bien, si les Français ne sont pas Il faut d'accord, faire un débat, ou en tout cas, on faudra faire si un les Français ne sont pas référendum d'accord, peut-être. la France perdra et perdra de plus en plus d'année en année. C'est tout. Et puis par ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas au niveau des lois. Par exemple, les entreprises qui ont bénéficié de l'esclavage, Ouais. ou de la colonisation, ou de crimes contre l'humanité, eh bien, leur histoire est de plus en plus connue. Donc lorsqu'elles vont se trouver dans tel ou tel pays où elles ont commis des crimes, et qu'elles veulent faire du business aujourd'hui, on leur pose ces questions. On leur dit, au fait, vous vous rappelez il y a 50 ans ce que vous avez fait? Là, c'est pas une question de loi. C'est pas le peuple français à l'Assemblée qui sera consulté. On dira à l'entreprise, si vous voulez accéder au marché dans mon pays, en Congo ou ailleurs, il va falloir qu'on discute. Donc là, c'est pas est-ce que M. Hollande est d'accord ou pas. Là, c'est est-ce que l'entreprise est intelligente ou pas. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que ça, c'est pas quand même un peu facile? Parce que moi, quand je vois, par exemple, les États-Unis d'Amérique, hein, les États-Unis, eux, imposent leurs lois, comme ça, à tous les pays, et on ne leur renvoie jamais leur carnet de notes de droits de l'homme à la figure, alors que quand même, il est sinon aussi rempli, sinon plus que celui de la France. En tout cas, on n'a rien à envier à leur carnet de notes de ce point de vue-là. Je suis absolument d'accord avec vous. Et lorsque les relations internationales seront moins déséquilibrées, cela leur sera aussi reproché, et vous le verrez. Et du reste, par exemple, les États-Unis ont payé dans les années 80 des réparations au Japon et aux Japonais américains qui avaient été internés dans des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ça pourquoi? Parce que les États-Unis voulaient faire du commerce avec le Japon. Et que le Japon a dit peut-être, mais vous avez fait des choses très graves. On ne parle même pas de Hiroshima, mais aux Japonais qui étaient aux États-Unis, vous avez infligé des sanctions scandaleuses, vous avez traité comme des moins que rien, et donc nous n'avons pas envie d'avoir des relations commerciales au niveau que vous espérez si vous n'avez pas résolu ce problème. Et c'est Reagan, Reagan, qui n'est pas un homme humaniste, pro-droit de l'homme, absolument. C'est Reagan lui-même qui a mis en place la politique de réparation pour les Japonais américains. Parce qu'il a compris que c'était une question non pas simplement de droits de l'homme, mais d'intérêt économique. Et que si on voulait avoir des relations commerciales et financières intelligentes avec le Japon, il fallait qu'on rende justice aux Japonais américains qui avaient été mis dans des camps aux États-Unis. Donc vous voyez, Reagan, c'est quand même intéressant. Oui, mais c'est assez subtil, parce que finalement, il donne réparation à des Américains. C'est ça que je trouve. Mais quand je parle, moi, des réparations en France, c'est aussi pour des Français. Oui, mais si vous avez demandé des réparations, alors à la limite, on peut comprendre pour les Antilles au titre d'une déportation. Bien sûr. On pousse le raisonnement, je veux bien l'admettre. Mais l'Africain qui est venu de son propre gré ici, qui habite ici, à quel titre il demande des dommages et intérêts sur la colonisation passée, sur ses parents, parce que souvent, je le dis, c'est pas eux-mêmes qu'on connu, on parle quand même, les pays sont indépendants depuis les années 60. Bien sûr. Donc ça veut dire quelqu'un qui a, voilà, il faut qu'il ait plus de 50 ans, si j'ose dire, pour être... voilà. Donc un Africain là qui a 40 ans, il n'est pas concerné en théorie. Mais vous savez que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et je vous ai dit, les conséquences d'un crime contre l'humanité sont des choses très durables. Oui, encore une fois, vous avez oublié qu'un crime contre l'humanité n'est pas quelque chose qui se fait dans l'instant T. Ouais, mais est-ce que par exemple les Indiens, on peut parler de crime contre l'humanité? Évidemment. Mais pourtant, le crime contre l'humanité défini en 1946 au tribunal de Nuremberg. Bien sûr. Donc ça n'existait pas du temps des Indiens. Mais vous savez que la première utilisation de ce droit qui a été élaboré à Nuremberg est déjà rétrospective, puisqu'on l'applique à la Shoah. La Shoah, ça commence en 1933, finalement, enfin 30, même un peu après. Et donc, la première utilisation de cette notion de crime contre l'humanité est déjà rétrospective, rétroactive. C'était pas justement un danger, justement, c'est pas un grand danger, ce crime contre l'humanité, d'avoir inventé cette notion. Parce qu'on revient J'espère que vous n'êtes pas sérieux. On revient, ça veut dire que chaque crime... J'espère que vous n'êtes pas sérieux. Ah non, je suis tout à fait sérieux. Je pense que c'est au contraire une des grandes inventions du XXe siècle, parce qu'il y a eu de grands crimes au XXe siècle. On ne va pas les énumérer ici, on s'en souvient. Il n'y a pas que la guerre mondiale, il y a eu la colonisation, il y a eu Pol Pot, il y a eu le nazisme, le communisme, voilà. Donc il y a eu des crimes contre l'humanité, mais Dieu merci, il y a eu une réflexion philosophique, mais aussi juridique, sur ce que c'est que le crime contre l'humanité. Et heureusement qu'il y a dans le droit international une définition claire du crime contre l'humanité. Un tribunal, il est vrai très faible, mais il faut le renforcer. Justement, la justice internationale doit être renforcée. Donc je ne crois pas du tout qu'il faille balayer d'un revers de la main tout le travail d'élaboration juridique et philosophique qui
qui a été fait autour de cette notion. Car quand même, ce sont des dizaines de millions de gens qui, dans tous ces crimes, ont été massacrés. Bah, je sais pas, moi je pense par exemple aux Palestiniens, Oui. et à aucun moment on leur a reconnu leur crime C'est pour contre ça qu'ils se l'humanité. battent. Mais c'est pour ça qu'ils se battent. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé justement à pouvoir avoir ce siège au sein des Nations Unies, pour pouvoir saisir les tribunaux internationaux et faire reconnaître comme crime contre l'humanité les crimes qu'ils subissent tous les jours en Israël. Mais justement, Et donc, vous voyez que si on supprime cette notion de crime contre l'humanité, vous ôtez au peuple palestinien le recours sur lequel il mise énormément et à juste titre. bah, c'est-à-dire que oui, il mise sur ce recours-là, mais quand même, c'est pour démontrer que là, il est en train de se produire sous nos yeux, et ça n'émeut personne plus que ça. Je veux dire, moi, par exemple, en ce qui concerne la Libye, je pourrais parler de crimes contre l'humanité. Et Oui. pourtant, pour ce qui concerne l'Irak, ou même l'Afghanistan, Bien toutes sûr. les interventions de Pourquoi guerre pas. américaines, et pourtant, il n'y en a aucune qui n'a été reconnue. Aucune, absolument Pourquoi? aucune. Parce que justement la justice internationale n'est pas indépendante. Ça c'est une évidence, je ne dis pas, c'est pas un scoop. Mais notre travail ne doit pas être de dire, puisqu'elle n'est pas indépendante, il faut s'en débarrasser définitivement. C'est essayons au contraire de travailler pour que cette justice soit indépendante, efficace. D'ailleurs, des citoyens peuvent aujourd'hui saisir un certain nombre de tribunaux internationaux. Donc c'est à nous, en fait, de faire vivre cette justice. Et donc en France, quand nous travaillons ici, nous avons effectivement recours à un certain nombre de textes internationaux et qui sont applicables à la France. D'accord. Alors, on va pas tarder à faire une pause. Je vais prendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup là, de réactions, de questions. Alors, l'invité comprend-il que si la France perd ses marchés en Afrique, c'est surtout parce que les USA et la Chine ont décidé de virer la France de l'Afrique pour devenir les nouvelles puissances occupantes de l'Afrique? Oui, ça c'est vrai qu'il y a cette question. Ça joue un rôle Parce important, que, bien en sûr. fait, on dit oui, effectivement, on passe plus le marché français, mais parce que la Chine aussi a des appétits et des visions sûr. sur l'Afrique. Mais ça ne Les marcherait États-Unis pas. aussi. Ça ne marcherait pas si les pays africains eux-mêmes n'arbitraient pas en un sens ou en un autre. Donc qu'il y ait d'autres appétits, les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Inde ou d'autres, bien sûr, mais des pays africains qui avaient des liens anciens avec la France et qui aujourd'hui disent on en a marre, à tort ou à raison, peu importe, mais qui le disent, eh bien ça doit nous interpeller. Et quand ils disent même à prix égal, parce que parfois les produits français sont plus chers, mais même quand ils sont au même niveau de prix que les produits américains, les pays africains disent parfois on préfère dealer avec les Américains, les Français on n'en veut plus. Alors c'est pas toujours le cas, je rassure, faut pas exagérer, mais parfois c'est le cas. Et effectivement, lorsque c'est le cas, c'est souvent lié à des ressentiments postcoloniaux, et la France n'a peut-être pas intérêt à ignorer cette question. Je peux vous dire que ça fait partie, par exemple, des paramètres sur lesquels travaillent des pays comme le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a construit les choses de manière très différente, la notion de Commonwealth qu'on connaît, et effectivement, si le Royaume-Uni a payé des réparations au Kenya tout récemment, c'était il y a 3 ans, c'est précisément dans cette logique-là, il y a une sorte de pragmatisme anglo-saxon, c'est parce que les Anglais sont plus gentils ou plus sympas que les Français, mais ils se sont dit, nous sommes dans un Commonwealth, nous sommes dans un monde mondialisé, si nous ne faisons pas un geste, nous allons avoir des relations pourries, pas avec le Kenya, avec tous les autres pays du Commonwealth qui seront solidaires du Kenya. Ce qui peut faire de l'Afrique du Sud à l'Inde, ça peut faire pas mal de monde. Donc on a peut-être intérêt à discuter avec la justice, et lorsque la justice anglaise a condamné le Royaume-Uni à payer, le Royaume-Uni n'a pas bronché. Et il n'y a pas eu de scandale en Angleterre. Les gens ont très bien compris à la fois les raisons philosophiques et matérielles et géopolitiques. Ouais, mais bon, ils ont des sacrés cadavres dans le placard, les Anglais. Bien aussi, sûr, c'est- mais bien sûr, Parce que les génocides, les aborigènes, Bien les sûr. Indiens, voilà, ils en ont. évidemment. Les, Je suis les d'accord morts avec vous. s'entassent plus que les Français, quand même. C'est Ben oui, d'autant que l'Empire était beaucoup plus grand. Voilà. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Mais si les Anglais commencent à réfléchir de cette façon-là, à mon avis, c'est que c'est pas complètement idiot. Ouais. Et ben justement, on va faire une petite pause. La régie, elle est prête. C'est passé vite, hein, c'est passé comme ça. On n'a rien vu passer. On va faire une petite pause. Bien sûr, vous inquiétez pas, vous connaissez le principe. C'est sur la troisième partie. On se concentrera uniquement sur vos questions. Mais là, ben, on va continuer comme ça un petit peu l'entrevue. La régie, elle est prête. Et ben c'est magnifique. On fait la pause et on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Louis-Georges Tin, toujours sur cette entrevue communautarisme, fantasme ou réalité. Beaucoup de réactions. J'étais en train de visionner. De toute façon, voilà, la troisième partie, elle est consacrée exclusivement pour répondre aux interrogations des métanautes. Alors, il y en a quand même quelques-unes que j'ai envie de prendre parce que, effectivement, c'est vrai que c'est une question qui taraude tout le monde, qui se disent, mais
ces réparations, qui va en bénéficier clairement? Qui sera bénéficiaire? Imaginons demain, il y a une opportunité politique. Alors on dit, bon, bah ouais, on va débloquer une somme pour les réparations. Qui sera bénéficiaire? Sur quels Alors, la question critères? ne se pose pas de manière globale comme ça. Le cas d'Haïti, j'ai déjà répondu. Voilà, le cas d'Haïti. Mais imaginons pour le cas de la France, là, les Par dom-toms exemple, précisément. là, nous avons proposé une réforme agraire. Ouais. Donc, je disais, l'État a des terres dont il ne fait pas grand-chose dans l'outre-mer. Eh bien, ça pourrait être mis au service des petits agriculteurs, les plus désargentés, qui sont effectivement les descendants des esclaves, peut-être les plus directs d'une certaine façon. Autre exemple, il y a la question du musée de l'esclavage. Il y a en France 12 000 musées, 12 musées du sabot, 0 musée de l'esclavage et de la colonisation. Bon, alors on demande qu'il y ait au moins un musée de l'esclavage et de la colonisation en France. C'est pas trop demandé. Un musée, c'est pour tout le monde. C'est réparation pour tous les Français, en fait. Nous demandons que les programmes scolaires soient, évidemment, renforcés sur ces questions. La colonisation, on n'en parle pratiquement pas. C'est l'extrême fin du programme de 4e, on n'y arrive jamais. Donc bon, là, il faut que ce soit renforcé et mis à une place décente. Là, c'est pas pour les uns ou pour les autres. Donc, vous voyez, il faut vraiment prendre les sujets de manière individuelle. Pour les entreprises qui ont participé à la traite négrière, nous demandons qu'elles payent 1% de leur chiffre annuel sur certaines périodes, et bien que cela soit pour une fondation, pour des projets culturels. Et donc, il y a des gens qui ont des projets culturels ou sociaux qui portent sur ces cultures, et bien là, n'importe qui peut proposer quelque chose. Donc, vous voyez, c'est pas une question globale en un bloc, c'est plusieurs formes de réparation qui peuvent être mises en œuvre, et chaque forme appelle sa logique. Et alors justement, au niveau des réparations, on me dit, est-ce que vous irez demander aussi des réparations aux Africains qui ont participé? Parce que alors, c'est vrai qu'il y a eu certaines complicités aussi de notre côté. C'est une question qui est parfois posée, qui est quand même un peu étonnante, parce que, si j'ai bien compris, les Africains sont quand même les premières victimes de l'esclavage. C'est-à-dire que ce sont des Africains. Il y a des complicités internes aussi. C'est des Africains qu'on a déportés d'Afrique et qu'on a transportés, déportés vers d'autres pays. Alors évidemment, il y a des gens qui ont collaboré. Parce que vous savez, c'est impossible de coloniser un pays sans avoir des alliances sur place. Sur place, tout à fait. De toute façon, vous allez voir le chef d'État, il ne veut pas coopérer. Vous allez voir son opposant, vous filez quelques thunes et vous allez trouver quelqu'un qui sera d'accord. Mais pour autant, on ne peut pas dire que c'est l'Afrique qui est responsable de son propre malheur. Par exemple, lorsque on met en place le nazisme, eh bien, il y a parfois des juifs qui ont coopéré à cela. On ne va pas dire c'est les juifs qui ont mis en place le nazisme. Oui, mais bon, et qui sont responsables. Lorsque, par exemple, l'Europe a colonisé l'Amérique dans son ensemble, il y a parfois un certain nombre de peuples qui ont coopéré à la colonisation. Tout à fait. Les Anglais se sont appuyés sur certains, les Français sur d'autres. Personne ne songerait à dire c'est la faute des Amérindiens s'il y a eu un génocide des Amérindiens. En Algérie, c'est pareil. Du début jusqu'à la fin, il y a des Algériens qui étaient du côté des Français. Bon, eh bien, à la fin, ça s'appelle l'Afrique. Oui, qui ont été massacrés. Mais personne ne songerait à dire c'est la faute des Algériens s'il y a eu des massacres en Algérie pendant la colonisation. Donc partout, il y a toujours des gens qui coopèrent au travail de colonisation ou de domination. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est eux qu'on estimerait être les responsables. Mais j'entends ça que... C'est-à-dire que la justice s'arrête quand même à leur porte, quoi. Non, je dis que c'est étonnant parce que cet argument, on ne le dit que pour l'Afrique. On ne dit jamais c'est les Amérindiens qui sont responsables du génocide des Amérindiens. Ah ben ils sont. On le dit pas. Ouais. On dit pas c'est les Juifs qui sont responsables de la Shoah. Ça serait absurde de dire ça. Il y en a qui le disent. Ah, des gens peut-être un peu spéciaux. Hein. Bon, mais sur l'Afrique, je l'entends très souvent sur l'Afrique. Donc je dis qu'elle a une petite perversion de la réflexion concernant l'Afrique. D'accord. Alors on me dit aussi, bonsoir, Monsieur Tin. Que pensez-vous de cette méfiance envers le CRAN et autres associations du même type par rapport à certaines rumeurs de financement par l'Open Society Foundation, qui est un fonds antiraciste créé par George Soros, qui est lui-même un mondialiste patenté et néfaste. Voilà. C'est vrai ça, moi j'ai entendu ça. C'est une fondation qui finance la plupart, en tout cas beaucoup d'associations en France. Et vous-même, vos financements? C'est le cas du CRAN, il y a des financements qui viennent de là. Mais ça, ce ne sont plus financés par la France. C'est un peu faut quand même le dire. Guillaume Soro, quand même pas quelqu'un de très bien intentionné. Pas forcément plus mal intentionné que la France. Par exemple, nous ne sommes plus financés aujourd'hui par la France. Parce que j'entends souvent des gens comme Zemmour qui disent il faudrait que l'État arrête de subventionner ces associations antiracistes comme le CRAN. Oui, certainement. La plupart des gens le pensent. Les gens pensent que nous avons des millions, que je dois avoir une espèce de Rolls-Royce payé par la France. Alors je le dis très fort ici, l'État ne finance pas le CRAN.
Mais c'est En sourd. tout cas, moi, depuis que je suis arrivé au CRAN, nous ne sommes plus financés par l'État. Et donc, ce serait cette société... Donc, nous avons des financements qui sont propres, qui viennent de l'international, entre autres, effectivement, de cette fondation, qui finance beaucoup d'organisations en France, antiracistes il y a notamment. des intérêts derrière. C'est pas la philanthropie n'existe pas pour Je quelqu'un suis comme d'accord avec Soros. vous. Je suis C'est d'accord quelqu'un qui a avec des vous. intentions derrière. Mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça C'est qu'il faut pas avoir un peu semer, plusieurs fragiliser la sources. France à travers votre biais en je pense posant la que question noire Ce qui est un peu. important, c'est d'avoir des financements multiples pour être indépendant. Parce que le modèle traditionnel français, c'est que les associations sont financées par l'État. Mais comment voulez-vous être indépendant de l'État si vous êtes financé par l'État? Par exemple, le racisme d'État qui est la chose la plus importante. Parce que, bon, monsieur machin, 10 sales négresses à sa voisine. Bon, d'accord, ok, ça peut arriver. C'est pas vraiment ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il y a des lois, c'est qu'il y a des structures. Quand je parlais tout à l'heure de l'impôt colonial, c'est des choses comme ça c'est massif. Eh bien, si vous voulez attaquer l'État, et que vous êtes financé par l'État, vous ne pourrez pas. Donc moi, je préfère n'importe quel autre financement en dehors de la France, si je veux être indépendant par rapport à la France. Mais est-ce que c'est pas quand même contradictoire qu'un personnage comme Guillaume Soro, grand milliardaire, qui, on va dire, lui-même participe par ses actions à la déstabilisation et peut-être bien même à un pillage de l'Afrique par le biais de ses sociétés, finance aussi est-ce qu'on n'est pas dans la fameuse politique anglaise des contraires? Je finance les deux côtés, c'est-à-dire moi je pille l'Afrique parce que de toute façon j'ai mes sociétés et je finance les associations qui défendent contre le pillage de l'Afrique. Est-ce que c'est que les gens qui financent ne sont jamais innocents, ça vous avez raison. Et ce qui est important, c'est d'avoir une variété, une diversité des financements pour être libre. Si vous êtes financé par une seule personne, c'est pas bon. Et donc il n'y a pas de financeur idéal, un philanthrope qui serait magnifique, formidable et dépourvu d'idées, voilà, ça n'existe pas. Mais ça devrait être financé par la communauté noire. C'est un peu bizarre que ce soit un financier, un banquier juif qui finance... Mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres financements que nous avons qui viennent d'Afrique ou d'autres pays, il n'y a pas que lui, bien sûr. Mais vous savez, c'est parce que vous êtes peut-être un peu naïf, mais dans le monde entier, toutes les ONG qui travaillent dans tous les domaines, aux États-Unis, en Afrique ou en Asie, sont financées par des philanthropes, par des ONG, par des fonds privés, et en général des fonds on voit privés. Ce que ça donne en Afrique, c'est ces ONG qui font des campagnes sous couvert de vaccination pour en fait faire de la stérilisation. Ce sont ces mêmes ONG qui sont impliquées dans les plus grands scandales de pédophilie, vous avez dans les ONG le meilleur et etc. le pire, c'est comme partout pareil. Oui, mais souvent les ONG, c'est quand même des espèces de structures très opaques qui sont souvent, faut bien le dire quand même, un peu le paravent, ou en tout cas le faux-nez de services de renseignement ou de gens qui ont des... voilà. Mais ça arrive. Et M. Soros, quand même, se distingue dans cette catégorie. On sait qu'il a financé les Femen, il a financé les Pussy Riot, donc il est derrière, on va dire, des grandes opérations de déstabilisation de la Russie. Alors, déstabilisation, c'est un bien grand mot, mais enfin... on peut en tout cas, des campagnes de dénigrement pour déstabiliser, on va le dire, sur le plan... Alors, est-ce que les Femen sont là pour déstabiliser Poutine? Bon, je ne sais pas. Quelle critique Poutine, ils ne sont vraiment pas les seuls à le faire, j'imagine. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de financement, premièrement, de financement indépendant, deuxièmement, et de financement multiple. Et Soros, vous trouvez que c'est un financement indépendant, sincèrement? Moi, ce qui nous permet de ne pas dépendre d'une seule personne et de surtout pas de dépendre de la France. Mais lui, ouais. C'est ça qui est important. Mais par exemple, nous, Méta TV, si on avait Guillaume Soros qui nous finançait dans nos Je ne sais pas qui vous finance, mais je ne vais pas poser la question. Ah, mais j'ai déjà répondu. Moi, je peux répondre très facilement. J'ai déjà répondu plein de fois. Ce sont les dons. Donc, des métanautes, c'est nos propres deniers à l'équipe et les publicités de notre plateforme. Voilà, je ne vais pas leur faire de la pub en récitant, mais voilà. Oui, mais il n'y a que ça. On n'a pas d'autres financements. Mais du coup, peut-être que les entreprises qui financent votre publicité, il y en a peut-être qui sont plus ou moins vertueuses et d'autres qui le sont moins. Ah, tout à fait, oui. Mais on n'a pas de contrôle sur la publicité, en fait. La publicité nous a imposé. C'est le deal avec la plateforme, c'est vrai. Mais on peut... Donc, on est financé très indirectement. C'est-à-dire, j'ai pas de lien... C'est-à-dire que là, vous n'avez même pas la possibilité de maîtriser, de choisir parmi différentes entreprises, c'est qui vous financent. Donc, vous voyez, le problème, il est posé à tout le monde. Tout à fait. Mais de moi-même, j'irai pas les voir. Oui, mais vous les prenez sans savoir. Oui, je suis obligé d'accepter une part. Mais mais on reconnaît la publicité, on reconnaît. Mais bon, en tout cas, on leur fait pas de cadeaux pour autant. Alors vous êtes aussi membre de la French American Foundation? Non, pas du tout. Non, vous avez réalisé une série d'interviews. Voilà, j'étais invité une fois à l'interview qui est en ligne, en effet, mais je ne suis pas membre. Vous n'êtes pas membre de la French American Foundation, d'accord. Et aucun rapport avec le CRAN, la French... Parce que la French American Foundation, bon, j'ai vu des vidéos, effectivement, où vous avez exposé différents problèmes.
justement le communautarisme, même si vous n'avez pas le mot, mais précisément, bon, quand on connaît la French American Foundation, ils ont quand même pour objectif à mon sens, de contrôler une partie de l'intelligentsia française afin de l'avoir, entre guillemets, sous sa coupe. Hein, donc, Alors vous avez beaucoup d'informations sur beaucoup de complots, on dirait. Il suffit de voir la liste moi, je ne sais pas. des En tout gens cas, qui je ne suis pas participent membre et leurs activités. de la French American Foundation. Je n'en ai jamais été membre, je ne le suis pas. J'ai répondu une fois à un entretien qui est en ligne. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. D'accord. Alors, justement, comme ça, je fais aussi mes petites transitions. Il y a un courant, on va dire, culturel, historique, universitaire, qui voudrait remettre remettre l'africanité, en tout cas la négritude, au centre d'une histoire où, selon les personnes qui représentent ce courant, elle a été évincée. Alors on peut citer évidemment depuis le premier qui était Cheikh Anta Diop pour finir, mais aujourd'hui il y en a tout un tas d'autres, il y a même des blancs, et je peux citer, il y a Kouvi Gomez, etc. Il y a tout un tas d'historiens, de Homo Tunde, etc., qui parlent de ces problématiques-là. Est-ce que vous, au CROF, vous soutenez ces thèses, ou est-ce que pour vous c'est farfelu, ou est-ce qu'il y a... C'est très réel, parce que c'est un véritable courant, hein, ce dont je parle, qui a pris une importance énorme, puisque même aux États-Unis, semble-t-il, on ouvre des universités où il est enseigné ces matières-là dans ce sens-là. Non, effectivement, il y a des travaux très intéressants qui ont permis à la conscience mondiale de sortir de l'ethnocentrisme dont elle était prisonnière. Ce sont des travaux qui ont montré la contribution de l'Afrique au reste du monde, et je crois qu'ils ont une vraie place et qu'il faudrait effectivement qu'ils soient mieux connus. D'accord. Donc vous soutenez quand même dans ce sens-là. Bien sûr. Et vous avez des liens avec d'autres associations. Moi, je pense à la Nation of Islam, par exemple, de Farrakhan, des choses comme ça. Vous prévoyez quoi? Ça n'a rien à voir avec le CRAN, ça? Nous n'avons pas de rapport avec eux. Ils sont d'ailleurs assez peu présents en France. Oui, ils sont peu présents en France. Des choses. Mais je veux dire, vous êtes sur la même ligne d'un point de vue idéologique? Non, je ne pense pas. Non? Non. Pas du tout. Alors, il peut y avoir des points communs. Et puis après tout, nous savons qu'il y a bien sûr un rôle important de cette organisation aux États-Unis, où il y a des choses très positives, des choses très critiquables aussi, c'est vrai. Mais nous n'ignorons pas, par exemple, les proximités entre la Nation of Islam et Malcolm X. Bien sûr. Et nous avons invité en France, il n'y a pas très longtemps, la fille de Malcolm X, Malak Shabazz, qui a passé une semaine avec nous et qui est effectivement une personnalité remarquable, non seulement parce qu'elle est la fille de son père, ce qui est déjà beaucoup, mais aussi parce qu'elle préside la commission des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Et donc c'est une association qui a eu un rôle important aux États-Unis, polémique, discutable, on peut en discuter, mais qui a fait quand même des choses importantes, qui a développé des thèses qu'on a jugées, c'est vrai, parfois antisémites, mais qui a aussi permis à un certain nombre de Noirs américains de prendre une distance par rapport au christianisme. C'est-à-dire que là où un certain nombre de personnes disaient « nous ne pouvons plus être chrétiens parce que c'est ce christianisme-là qui nous a mis dans les fers, mais nous voulons garder une conscience religieuse ». Et pourquoi pas l'islam? Donc ça a servi un petit peu souvent de religion de substitution. Et donc, et puis, je ne veux pas réduire l'islam, ça a été beaucoup de choses en fait. Donc il y a des pages sombres de la Nation of Islam, mais il y a aussi des choses importantes que ça a apporté au mouvement pour les droits civiques. Donc ce n'est pas notre ligne, mais nous n'allons pas non plus négliger ce mouvement qui a eu une importance évidente. Et vous êtes pour l'affirmative action, c'est-à-dire c'est la politique américaine des quotas, qui impose des quotas dans les films, dans la vie publique, partout, il y a des quotas. En France, l'affirmative action existe, partout. Quelqu'un comme Philippe, l'ancien ministre, j'oublie son nom, l'homme politique Philippe... Douste Blazy ? Non, enfin bon, peu importe, disait lui-même en tout cas qu'il n'y a pas de politique publique qui ne soit en elle-même une affirmative action. Si vous regardez la parité, c'est de l'affirmative action, sur la base du genre. Très critiqué. Si vous regardez les quotas sur le handicap, c'est de l'affirmative action sur la base du handicap. Si vous mettez en place des politiques publiques pour les agriculteurs dans le Sud, parce que je ne sais pas, il y a eu une épidémie, ou il y a eu un cyclone, ou je ne sais pas quoi, c'est l'affirmative action. Si vous mettez en place une politique pour les jeunes, c'est une affirmative action sur la base de l'âge. Si vous faites des emplois pour les seniors, c'est une politique publique d'affirmative action. Donc en fait, toutes les politiques publiques sont en réalité
des actions affirmatives pour tel ou tel groupe social dont on estime qu'il est défavorisé ou qu'il a un problème, parce qu'il est plus pauvre, parce que c'est des femmes, parce que c'est un territoire défavorisé. La politique de la ville. Mais pour le moment, C'est il affirmative n'y a action. aucun critère, pardon, ni ethnique, ni communautaire, ni... C'est ce qu'on a toujours refusé en France. Voilà. C'est-à-dire qu'on a pris tous les critères possibles, donc genre, âge, conditions socio-économiques, territoire, parce que la politique de la ville, c'est de l'affirmative action. On veut prendre tous les critères, sauf celui-là. Ah, alors. Donc le critère, effectivement, de l'origine, ça, c'est refusé. Mais alors, oui, mais ça part quand même d'un problème. C'est un peu étonnant. Alors, donc, en fait, on ne refuse pas l'affirmative action en France, car on l'a fait tous les jours. Ouais. Nous sommes même les monsieur Jourdain de l'affirmative action. Ce qu'on refuse, c'est l'affirmative action pour les populations noires et arabes. Parce que oui, toutes parce les que autres ça voudrait existent dire que, et sont déjà en place. Oui, mais alors ça, faire une politique d'affirmative action sur les populations noires et arabes, ça implique la reconnaissance du type noir et arabe au sens législatif. En tout cas, il faut que c'est un véritable statut. Absolument. Et est-ce que justement, alors vous serez pour ça? C'est-à-dire que Absolument. c'est quoi sur ma carte d'identité, ça va être marqué noir? Pas nécessairement. C'est quoi exactement? Comment ça? Mais pas Comment... nécessairement. En fait, Alors comment on va reconnaître un noir, j'ai envie de dire? Parce que peut-être bien que lui, il peut être noir, on ne sait pas. Enfin, il a peut-être on me pose la noir. question et les gens ont l'air souvent de me dire c'est très difficile de savoir c'est quoi un noir. Bah oui. Je dis mais comment vous définissez une personne handicapée? Entre celui qui est aveugle et celui qui voit, mais il y a 1000 degrés. Entre celui qui marche bien et celui qui est en fauteuil roulant, mais il y a 1000 degrés. Entre celui qui est sourd et celui qui entend bien, il y a 1000 degrés. Entre celui qui est malade et celui qui est en bonne santé, il y a 1000 degrés. Donc sur le handicap, et sur chaque type de handicap, il y a 1000 degrés. Ça ne nous a pas empêché de faire une loi sur le handicap. Et donc, entre le noir et le blanc, on pourra dire le noir le plus noir et le blanc le plus blanc, il y a 1000 degrés. Je ne vois pas pourquoi ça serait plus compliqué de faire une loi qui définisse effectivement la couleur, les origines ou les identités raciales, que de faire une loi sur le handicap, ce qu'on a réussi à faire. Et dans beaucoup de pays, on a réussi à surmonter cette difficulté manifeste, mais pas C'est tant très ça. anglo-saxon, ça. Pas seulement. Parce qu'en France, c'est constitutionnel. Hein, En Amérique latine, par exemple, il y a quantité de lois aujourd'hui d'affirmative action qui sont votées et sur une base qui définit en effet les identités. Oui, C'est au pas du Brésil tout notamment. Mais au Brésil, en Colombie, au Mexique. Alors, au Brésil, Colombie, donc c'est pas du tout deux pays anglo-saxon. confrontés justement au problème effectivement de racisme intercommunautaire et interethnique qui est très puissant, hein, que ce soit en Colombie ou au Brésil. Tout à fait. Mais la France... Mais c'est pas anglo-saxon, le Brésil. Non, c'est pas anglo-saxon. On est d'accord, la Colombie non plus. Mais ils sont sous influence. Ils sont sous influence américaine. C'est pas l'influence des États-Unis qui a permis, c'est le l'influence est combat. énorme. Ce qui a vraiment permis l'émergence finalement de ces lois-là, c'est plutôt le combat des Amérindiens. Mais ça voudrait dire qu'en France, donc, on va définir des races. Non, on va définir, j'ai pas dit qu'on va définir, je dis simplement que la France jusqu'ici... Ah bah non, mais je me mets dans l'optique, évidemment. Jusqu'ici, la France a refusé finalement les politiques d'affirmative action sur ce critère. Oui, Donc, sur ce toutes critère les de autres, race. Mais les Français toutes n'en les veulent autres- pas, ils sont allergiques à ça. C'est constitutionnel, ça veut dire c'est très important. C'est pas que- exactement constitutionnel, ça Bah, ne se fait pas. il me semble, alors à vérifier, j'ai pas été vérifier ce fait-là, mais il me semble que constitutionnellement, il soit interdit en fait de mentionner, de faire des statistiques en tout cas ethniques. Non, en pas du France. tout. Ça, c'est effectivement une intox dont vous avez été victime, mon pauvre. Alors, expliquez. Mais là encore, ça fait partie des choses que les prétendus spécialistes répètent à longueur de journée. Ouais. C'est faux, archi faux et archi Alors, archi qui faux. fait ces statistiques ethniques? Le CRAN a lancé la campagne des statistiques ethniques en 2007 Ouais. en faisant des statistiques ethniques et je ne suis toujours pas en prison comme vous voyez. C'est-à-dire que chaque année... Oui, mais c'est l'État qui se refuse de le faire. Vous, en tant que privé, rien ne vous oblige. Non, mais la plupart comment des gens... vous faites pour définir les gens sur... Je vais vous expliquer, c'est très Alors, simple. allez-y. Beaucoup de gens disent en France qu'il est interdit de manière constitutionnelle de faire des statistiques ethniques. Ouais. On l'entend partout. Mhm. C'est faux. C'est faux. La première enquête que nous avons faite était en 2007, en janvier 2007, avec la Sofres. Mhm. C'était une enquête de statistiques ethniques sur les Noirs en France. C'est-à-dire, on demande aux gens s'ils sont noirs ou pas? Exactement. Donc, avec le téléphone, une manière tout à fait classique de travailler. On leur a demandé un certain nombre de questions qui portent sur leur couleur, sur leur salaire, leur métier, les catégories socio-professionnelles, etc. Ouais, j'ai presque envie Et de c'est dire une enquête de statistiques ethniques. Ouais, mais c'est privé. Pur et dur. Ouais, c'est pas l'État qui la C'est pas réclame. l'État qui le fait. C'est ça qui est interdit, mais- c'est que l'État la réclame. Non, ce que les gens disent, ce qu'on dit, c'est que c'est interdit par la Constitution. Oui, pour l'État, pour l'État. Pas seulement, les gens qui disent ça, en général, disent c'est interdit par la Constitution pour tout le monde. Eh bien, je dis faux. Le CRAN a fait une enquête avec la Sofres. Ni la Sofres, ni le CRAN n'ont été mis en cause de manière judiciaire.
Chaque année en France, nous faisons une enquête de ce genre-là. Là, j'en sors une demain très exactement dans Le Parisien sur les élections départementales. Et nous avons compté dans les conseils généraux et nous avons trouvé qu'au total, il y a 0,5% de Noirs et d'Arabes dans les conseils généraux en France, alors que les Noirs et les Arabes représentent aux alentours de 12-13% dans le pays. Voilà, donc c'est une enquête de statistiques ethniques. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à notre demande, a fait, à partir de 2009, une enquête qui s'appelle le baromètre de la diversité, qu'ils publient sur leur site, vous pouvez aller voir, chaque année, et ils comptent le nombre de Noirs, d'Arabes, d'Asiatiques à la télévision sur toutes les chaînes pendant un mois, et ils vous disent, voici les statistiques, le résultat. Eh bien, c'est très intéressant, parce que lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait ça, il a permis de dire aux chaînes ce que tout le monde savait, mais que les chaînes contestaient. Tout le monde savait qu'il y avait un problème. Cette étude de base, parce que comment on peut reconnaître juste par la vision un noir, un arabe, un chinois? Mais oui, ça se trouve, y a des vous gens... ouvrez les yeux oui, et puis vous voyez. Oui, mais alors... C'est aussi simple que ça. Et quand tout le monde disait, à l'époque, tout le monde disait, les écrans ne sont pas monocolores, il n'y a que des blancs à la télé, on ne voit pas de noirs et d'arabes. Oui. C'est quand même vrai. Vous n'allez pas me dire qu'on n'avait pas constaté ça dans les années 90-2000. Et donc, quand on a recruté Harry Roselmack, il est devenu une star, précisément parce qu'il était le seul. Oui, après les émeutes. Parce qu'il était le seul. 2005. Je vous cache, c'est pas un scoop de dire qu'il était noir, ça vous a pas échappé. Non, ça, oui. Bon, il suffit d'ouvrir les yeux et ça se voit. Donc, Harry Roselmack a été une star, précisément parce qu'il était le seul. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Le CSA a dit, ce n'est pas normal, nous devons démontrer aux chaînes qui ne nous croient pas qu'effectivement, il y a une sous-représentation des minorités ethniques. Une sous-représentation, c'est un calcul. Donc en effet, ils ont fait ce baromètre et ils ont dit aux chaînes, regardez, les gens comme Le Cran ou d'autres ne mentent pas. Il est certain qu'il y a une sous-représentation de la diversité sur les chaînes. En s'appuyant sur votre étude là, mais c'est pas notre étude, c'est celle du CSA. Et à partir de là, ils ont dit aux chaînes, on ne vous dit pas qu'il faut arriver à un quota de 8,344% de Noirs et d'Arabes ou d'Asiatiques, mais quand vous êtes à 0%, franchement, vous ne pouvez que progresser et vous devez progresser. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les chaînes ont fait un vrai travail et aujourd'hui, vous n'avez plus un seul journaliste comme Harry Roselmack issu de la diversité, vous en avez plusieurs, pas mal. D'ailleurs, on ne les connaît plus parce que c'est plus des stars, ça s'est banalisé, et c'est tant mieux. Et les choses ont progressé. Maintenant, le problème, j'ai envie de dire, n'est plus tellement quantitatif, il est plutôt qualitatif. Ça veut dire qu'on va prendre des gens, on prend un mec parce qu'il est noir, il faut prendre un noir. C'est ce qu'on a fait avec Harry Roselmack, et pour autant, il n'était pas plus mauvais que les autres. Ça a été fait avec beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Est-ce que les Noirs ou les Arabes qui sont à la télé sont plus mauvais ou meilleurs que les journalistes? On ne se pose pas la question parce qu'ils sont aussi bons que les autres, et que finalement, ça n'intéresse personne. Ils sont là, ils font leur job, et c'est tout ce qu'on leur demande. Oui, enfin, ils sont quand même tous dans la doxa. On trouvera rarement un noir ou un arabe qui aille que dans le sens opposé à la doxa. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, le problème n'est plus quantitatif, mais peut-être qualitatif. C'est-à-dire que dans les films ou les fictions, vous avez plus de noirs et d'arabes, c'est vrai, mais c'est quand même l'image de l'arabe qui fait peur. C'est l'arabe de banlieue, c'est l'arabe méchant ou idiot. Le noir, c'est celui qui est ridicule. Oui, tout à fait. Donc il y en a plus, mais l'image n'a pas changé en qualité. Donc là, c'est plus avec les statistiques ethniques qu'on va régler ce problème, c'est avec d'autres moyens. Mais je trouve que cette bataille que nous avons menée sur les statistiques ethniques en France, nous avons eu raison de la mener. Elle a produit des résultats intéressants, même partiels, mais quand même, c'est intéressant. Mais ça voudrait dire quoi? Il faut arriver au système américain, parce que le système américain, pour bien définir, là-bas, on reconnaît explicitement des communautés. Il y a même des communautés qui veulent se faire reconnaître, genre les Afro-Asiatiques, etc., etc. Donc il y a tout un tas de communautés qui se sont fait reconnaître. Et quoi, en France, on est arrivé à ça, qu'on se reconnaisse entre communautés. Moi, j'appartiens à telle communauté, les métis, c'est pas forcément au niveau des trucs. individus, c'est au niveau des politiques publiques. Lorsque le CSA a constaté que effectivement les Noirs et les Arabes étaient très peu représentés à la télévision, ça c'est quand même un constat important à faire. Oui. Eh bien, on n'a pas besoin de dire à tous les Noirs et les Arabes de marquer sur leur papier d'identité qu'ils sont Noirs et Arabes, c'est pas nécessaire. Mais on a besoin qu'il y ait quand même quelqu'un qui s'appelle CSA, qui constate qu'il y a effectivement très peu d'Arabes et de Noirs à la télé, et que c'est un problème. Ce même CSA, il ne fait pas état, par exemple, de la surreprésentation d'autres communautés à la télévision. Mais en tout cas, son travail n'est pas de travailler sur les surreprésentations. Donc il y a encore deux poids, deux mesures là sur cette affaire. Son travail, c'est sur les groupes discriminés. Et donc, il fait ce travail aussi sur la question des femmes. C'est-à-dire que le baromètre de la diversité que vous irez voir sur le site du CSA, il dit que les femmes sont sous-représentées à la télé.
Pareil sur le handicap. Et donc, il y a des gens qui sont payés à France Télévisions pour essayer de promouvoir justement des émissions, des fictions sur ces thématiques. Donc, sur le handicap, sur l'homosexualité, etc. Mais etc. on a Et ça fait avancer Ouais. les choses. Et je crois que, par exemple, une émission comme Plus belle la vie, est une émission dans laquelle il y a eu des personnages qui ont été ajoutés pour donner une image finalement plus représentative de la société française. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que c'est pas de la propagande aussi? On force les gens à penser dans une Non, certaine c'est de la direction. République, c'est de l'égalité. Car jusqu'ici, on était dans une télé discriminatoire, et avec ces efforts, on tend un peu plus vers une télé égalitaire et représentative. Là aussi, il y a des enjeux économiques. d'ailleurs. Politiquement, elle n'est pas représentative. Elle la est télé. plus Parce qu'avant. qu'en fait, Elle est plus qu'avant. parce que moi, j'ai l'impression, en fait, c'est qu'on nous dit, alors, regardez, il y a des Noirs, des Arabes à la télé, mais finalement, le fond qui fait la différence entre les gens, pour moi, c'est pas qu'ils sont Nord ou Arabes, c'est ce qu'ils pensent, qu'ils disent. Et sur le fond Il y a aussi ça. politique, Il y a aussi c'est ça. l'uniformité totale. Ça, c'est Alors la question après, on peut qualitative. nous mettre autant de Noirs, d'Arabes qu'on C'est veut, la mais question s'ils font la qualitative. promo de la BCE et du Maja, bon. C'est la question qualitative que j'évoquais. Il faudrait une diversité d'opinions aussi. Mais ça fait partie de la diversité. S'il n'y a que des hommes à la télévision, ce n'est pas normal. Ouais, bien sûr. Qu'il y a une certaine forme de diversité, on peut le comprendre. Mais on voit que cette diversité, si c'est juste une... Parce que finalement, tout le débat même communautariste, entre guillemets, justement, ce débat sur les communautés, est-ce que ce n'est pas une transformation de la société qui est en train de se faire, où tout le combat politique est en train de se déplacer sur une espèce de lutte des gènes, et qu'on a complètement abandonné... lutte des gènes Oui, et on abandonne la lutte sociale. C'est-à-dire que finalement, un noir riche et un blanc riche, ils ont plus de points en commun que le blanc C'est possible. pauvre et le noir riche. C'est ça que je veux dire. C'est Et ils possible. n'ont même pas... Je veux dire, il y a des intérêts de classe qui sont supérieurs aux intérêts communautaires. Donc est-ce que cette division communautaire n'est pas tout ça presque un leurre pour que cette classe dominante finalement conserve le pouvoir Je en crois disant qu'il ne faut bon bah pas- vous vous battrez plus sur la lutte sociale, vous allez vous battre sur vos luttes... C'est le débat archi classique, classe contre race, en gros, pour le faire simple. Qu'on a substitué, mais on substitue. Et on essaye, en France, très souvent, d'opposer les uns aux autres. Et Jean-Louis Ancel, par exemple, anthropologue, il dit souvent ça. Il dit, on a remplacé l'un des deux combats par l'autre. Et moi, je dis qu'il se trompe. Les deux combats sont légitimes. Et donc, moi, quand je me bats contre le racisme, ça ne veut pas dire que je suis en train de faire la promotion du capitalisme. Il y a des gens qui se battent contre le capitalisme et ils ont raison. Il y a des gens qui se battent contre le racisme et ils ont raison. Et il faut que les deux puissent se faire. Mais c'est pas parce que l'un a reculé que l'autre a avancé. Il n'y a aucun rapport. Martin Luther King s'est toujours battu sur les deux fronts, par exemple. Il faut le rappeler. Martin Luther King s'est battu contre la pauvreté en général et il a travaillé sur la question des petits blancs. Les white trash, qu'on appelle aujourd'hui. Hein. Donc les petits blancs. Donc c'est pas parce qu'on travaille sur le racisme, d'ailleurs. bien sûr, mais c'est pas parce qu'on travaille contre le racisme qu'on est pour la pauvreté. Ouais, mais ça déplace quand même le champ du débat politique. Il faut, quand vous êtes sur c'est les plus de questions démocratie. communautaires, C'est plus de démocratie. Ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup d'injustices dans la société, qui sont parfois des injustices économiques, qui sont parfois des injustices raciales ou de genre. Donc une vraie démocratie, une démocratie qui prend à bras le corps toutes ces questions. Et donc, il ne faut pas reprocher au mouvement féministe de fragiliser la lutte contre le capitalisme, parce qu'il faut les deux. Et on disait à l'époque, dans les années 70, on disait aux féministes, vous devriez converger vers le mouvement ouvrier. Mais pourquoi c'est pas les ouvriers qui pourraient converger vers le combat féministe? Non, chacun a son travail à mener et il faut que effectivement les inégalités économiques entre riches et pauvres soient diminuées, que les inégalités de genre entre hommes et femmes soient diminuées. Tout cela doit marcher de pair. Il ne faut pas opposer un combat à un autre. Moi, dans une société où il y aurait beaucoup de racisme, mais pas d'inégalité économique, ça ne me convient pas. Une société où ça serait l'inverse, ça ne me convient pas non plus. Il faut que chacun mène sa bataille. Ce sont des batailles qui peuvent aller de pair. Martin Luther King l'a très très bien montré, Malcolm X aussi. Donc je crois qu'on a tort d'opposer ces deux combats.